Plus de 30 milliards d'euros d'efforts demandés. Mais qui sera le plus touché? L'un des choix du gouvernement s'est arrêté sur les retraités. À eux seuls, ils représentent 3,5 milliards d'euros d'économies. D'abord, terminer l'abattement fiscal de 10% dont ils bénéficient. Il sera remplacé par un abattement de 2 000 euros. Cela augmentera donc l'impôt des retraités aisés, mais la mesure qui apportera le plus, c'est le gel des pensions par augmentation l'an prochain d'un peu plus d'1% pour suivre l'inflation. À Lyon, dans ce bolodrome, la devra entraîner la même grimace qu'après une défaite. Ce retraité qui touche 2 000 euros de pension par mois calcule son manque à gagner. 1% par mois, ça ne représente pas grand-chose, ça va représenter 20 euros. Mais bon, 20 euros, c'est 20 euros. C'est honnêtement une perte de pouvoir d'achat. Autre choix du gouvernement, faire contribuer les Français via l'impôt sur le revenu, qui espérait 2 milliards d'euros. Concrètement, le barème de l'emploi sera gelé et ne suivra pas l'inflation. Les ménages qui ont reçu une hausse de salaire et qui ne payaient pas d'impôts risquent donc de devenir imposables. 200 000 nouveaux contribuables selon le gouvernement. Et parmi les ménages imposés, beaucoup risquent de voir leurs impôts augmenter s'ils ont reçu une revalorisation. Un coup dur pour une salariée d'un hôpital. Moi, je trouve que je paie trop. Ça fait 12 ans que je ne peux pas faire d'économie pour ma retraite. C'est épouvantable, c'est une chose super dure. Le gouvernement veut enfin faire payer les plus riches 2,5 milliards d'euros de taxes supplémentaires en limitant leur optimisation fiscale. Comme cette année, les personnes qui gagnent plus de 250 000 euros par an devront payer 20% d'impôt minimum. Quelques 24 000 foyers seront mis en contribution. Une taxe sur le holding familial, parfois utilisée pour contourner l'impôt, sera aussi instaurée. Reste au gouvernement de convaincre l'Assemblée nationale de voter ces propositions. Il va falloir payer davantage pour vos dépenses de santé. S'il est adopté, le projet du gouvernement prévoit qu'après remboursement par la Sécu, il vous restera à payer non plus 1, mais 2 euros pour chaque boîte de médicaments. Et le médecin aussi, il faudra payer plus. Aujourd'hui, le reste à charge est de 12 euros, il passerait à 4 euros, sachant que ce montant avait déjà doublé l'année dernière. Ici, il n'y avait pas de reste à charge pour les consultations dentaires, ni pour les dispositifs médicaux comme les lunettes. Le gouvernement souhaite que les Français paient une participation forfaitaire. Tout cela permettrait d'économiser 2,3 milliards d'euros. Autre nouveauté, la durée d'un mini-premier arrêt de travail serait limitée par principe à 15 jours en médecine de ville et 30 jours à l'hôpital. Des arrêts qui pourraient ensuite être renouvelés. Mais pour cela, il faudrait reprendre rendez-vous. Une absurdité pour ce médecin. Je ne pense pas qu'un médecin arrête par plaisir, ça va rajouter des rendez-vous. Et ça va coûter de l'argent aussi, parce que forcément, ce sera une consultation supplémentaire. Enfin, le mutuel et les assurances autres devraient payer une taxe exceptionnelle de 2,05% sur les cotisations. Recette attendue, 1 milliard d'euros. Avec ce coup de rabot, l'objectif du gouvernement est de faire 7 milliards d'économies sur la santé. À Bercy, les gagnants et les perdants du budget 2026 sont dans des documents. Les équipes de France Télévisions les ont passées à la loupe. Baisse drastique au ministère du Travail. Réduction de 2,5 milliards et 1 milliard de postes en moins. Les primes à l'embauche des apprentis devraient encore diminuer, regrette un patron d'une PME près de Marseille. Ça nous donne moins envie et moins la possibilité d'aller chercher de l'alternance et des apprentis, mais après, on le fait toujours, partage Quentin Vital. Pour les apprentis, terminer les 500 euros pour le permis de conduire et finir les exonérations de cotisation sociale. Leur salaire net serait donc moins élevé. Je trouve ça dommage et désencourageant pour de jeunes apprentis comme moi qui viennent de commencer dans la VTF. Mais c'est aussi pour la cohésion des territoires, notamment pour le logement. 900 millions en moins avec des coupes dont la rénovation des bâtiments. Également amputer l'aide au développement. Au total, il est prévu 3 119 postes de fonctionnaires en moins.
Au contraire, d'autres ministères sont gagnants, comme celui des armées, devenu prioritaire. Plus de 6,7 milliards d'euros et 830 postes supplémentaires sont prévus face à une menace venue notamment de la Russie. Nous n'avons pas assez d'avions, nous n'avons pas assez de chars, nous n'avons pas assez de bateaux. Il faut très rapidement, au niveau européen, mais avec en particulier les budgets français, arriver à reconstruire pour nous ce que les Américains nous apportent, explique le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre. Police et gendarmerie voient aussi leur budget progresser. Même tendance pour la justice. Mais attention, tout sera débattu, les parlementaires auront le dernier mot. Si la discussion sur le budget à peine entamée s'arrêtait net de jeudi 16 octobre lors du vote de motion de censure. Alors qu'on pensait le feuilleton terminé mardi, après le satisfait du PS, l'idée semblait inquiéter les ministres. Aujourd'hui, l'idée semblait inquiéter les ministres. Quelques 289 voix sont nécessaires pour censurer le gouvernement. Si chaque député respecte la consigne de vote de son groupe, nous serions 265 voix. Il manquerait donc 224 députés, pas de quoi inquiéter Sébastien Lecornu. Malgré la consigne du PS, qui représentait ce budget d'austérité, c'est très difficile de le corriger. Parmi les 50 députés LR, certains hésitent eux aussi à voter la motion de censure. Au total, en tenant compte des autres groupes, il y aurait mercredi soir 273 voix pour la censure. Il manquerait donc 16 voix seulement pour que le gouvernement chute. D'autant qu'un élément pourrait énerver les socialistes d'un petit détail très technique qui n'en est pas un. Alors que mardi évoquait une loi pour suspendre la réforme des retraites en séance. Le Premier ministre a mentionné un simple amendement au budget de la sécurité sociale. Un débat royal peut s'appuyer sur du mensonge ou sur des imprécisions. Il faut être précis. Je pense qu'il faut que le gouvernement dépose un amendement au projet de loi financière pour la sécurité sociale dès le mois de novembre. Ça n'a l'air de bien, ça change tout ça. Que pour voter la suspension de la réforme des retraites, les socialistes devraient adopter tout un ensemble de mesures. Ils vont devoir accepter à la fin de voter un budget dans lequel vous avez la suspension de la réforme des retraites, mais également l'augmentation des franchises médicales et tout un tas de mesures. Est-ce que vous voulez que les députés de gauche votent pour un budget qui ressemble à une vraie boucherie pour notre système de santé? Les motions de censure que la France insoumise puis du RS sont soumises au vote jeudi à l'Assemblée à partir de 9 heures. Comme pendant les 4 semaines de son procès, Cédric Jubilard restait impassible. Ne montre aucune émotion au moment où le parquet général réclame 30 ans de réclusion criminelle contre lui, mercredi 15 octobre. Pendant 4 heures de réquisitoire, les deux magistrats tentent de balayer toutes les incertitudes pour affirmer leurs convictions. Au bout du chemin, je n'ai aucun doute sur le fait que Delphine est morte ce soir-là. Il est coupable, indique Nicolas Ruff. L'avocat général est persuadé. C'est quand Delphine a annoncé son intention de quitter le foyer que Cédric Jubilard aurait décidé de la tuer. La disparition symbolique du corps, le fait qu'on s'organise pour qu'on ne puisse jamais le retrouver, c'est un prix au-delà du dernier souffle. C'est-à-dire que tu n'es même pas digne d'être enterré et personne ne pourra venir se cueillir sur ta dépouille. Pendant leur plaidoirie, les avocats des enfants de Delphine n'ont cessé de porter leur voix. On a 12 enfants qui sont voués à grandir, condamnés à vivre avec l'absence de leur mère. Elle ne sera jamais là dans les moments importants, plus de Noël avec Delphine, plus de personnes à qui on se confie sur les événements importants. Et place demain aux plaidoiries des avocats de Cédric Jubilard. Le verdict est attendu vendredi. L'affaire a mis en émoi les magistrats de tout le pays. L'un de leurs collègues a été placé sous protection policière victime d'une menace publiée sur une messagerie cryptée. Selon nos confrères de France, une annonce de contrat pour assassiner un juge d'instruction francilien. Les auteurs se revendiquent de la DG Mafia, une organisation criminelle connue pour son trafic de drogue. Cette menace ne surprend pas ce magistrat.
La question qu'on se pose aujourd'hui, ce n'est pas si ça va arriver, mais quand ça va arriver, le crime organisé a des moyens financiers très importants. Donc peut effectivement avoir recours à des tueurs et personne n'est complètement à l'abri de ces actions-là, explique. Après une légère accalmie, les altercations et menaces à l'encontre des magistrats sont à nouveau en hausse depuis 3 ans. 36 au moins ont été visés en 2024. Il y a quelques mois, nous avions rencontré une magistrate. Pour la première fois, elle témoignait des menaces dont elle était victime. On indique qu'on serait content s'ils étaient rafalés à la sortie du tribunal. Sachant qu'on est sur une des personnes qui sont mises en examen justement dans des dossiers avec usage d'armes, se permettre de dire ça, magistrat instructeur, c'est que quand même il y a une vraie limite et une vraie barrière qui a été franchie. Quand même une vingtaine de magistrats seraient actuellement sous protection policière. Les deux hommes soupçonnés d'être à l'origine de la proposition de contrat d'assassinat de juge français ont été mis en examen et couraient lundi 13 octobre. C'est le fleuron de la défense anti-aérienne française, le système d'interception Mamba. Exceptionnellement, les équipes de France Télévisions ont pu le filmer. Les ordres sont passés en anglais, mais c'est bien l'armée française qui se trouve dans un poste de commandement dans la Creuse. Ce jour-là, simulation d'une intrusion dans l'espace aérien. On est capable de déployer des missiles à un intervalle très court sur plusieurs cibles en même temps. Jusque-là, en cas d'intrusion, la doctrine était seulement de raccompagner les avions. C'est ce qu'a fait l'OTAN avec les chasseurs russes en Estonie il y a quelques semaines. Mais la France dit ne plus les exclure de les abattre en moyen de montrer les muscles. Ça crédibilise la menace, ça montre la détermination française à intervenir, à protéger l'espace aérien et la souveraineté française. Pour nous, évidemment, c'est très concret puisque nous nous entraînons à cela quotidiennement. Doté d'un radar très performant, le Mamba a fait ses preuves en Ukraine. Livré à l'armée ukrainienne, il lui a permis d'intercepter de grandes doses de drones Shahed que la Russie produit par milliers. Mais pour les plus petits drones, il n'est pas adapté. C'est trop cher, ce serait une aberration. C'est comme si vous utilisez un camion benne pour transporter un caillou qui tient dans votre main. C'est ridicule. Alors, l'armée s'entraîne aussi avec des armes dans tout autre calibre. Au cours des manœuvres face aux petits drones, des soldats s'exercent avec des fusils brouilleurs d'ondes. Ils sont en service depuis 3 ans. Il va permettre à l'utilisateur de bloquer le drone pendant un court instant afin de permettre ensuite au reste des opérateurs de pouvoir le détruire par une action de feu. L'armée recycle aussi des armes plus anciennes comme un canon de 20 mm dopé à l'intelligence artificielle pour intercepter des drones. Elle invente aussi de nouvelles avec des industriels comme un laser qui prouve que leur destruction à distance. Depuis quelques jours, le Hamas règle ses comptes sur la place publique. Accusés de collaboration, 8 hommes mis à genoux sont exécutés de plusieurs balles dans une vidéo. Le Hamas veut montrer qu'il reprend la main. Quelques jours plus tôt, en plein Jean Carrefour, un homme reçoit une balle dans le genou, un avertissement à tout opposant. Il y a aussi ce combat en pleine rue entre les forces du Hamas et des membres de clans ou gangs accusés de faire le jeu d'Israël, comme un groupe du nord de l'enclave appelée Force populaire. Dans le sud, à Canyones, une milice commandée par Hossam al-Astra qui veut chasser le Hamas de Gaza. N'ayez pas peur du Hamas, le Hamas est fini, nous on est là. Dans une enclave dévastée, libérée en partie de l'armée israélienne, de nombreux Gazaouis craignent un retour de la terreur. On ne peut plus de la guerre et des coups de feu. Les choses doivent revenir à la normale. On est tous inquiets pour notre sécurité à Gaza. Il y a des échanges de tirs, des batailles à l'arme à feu et au couteau. Il faut trouver une solution. Pour le Hamas, la solution passe par lui. Le mouvement, à peine sorti des tunnels, aurait déployé plus de 7000 hommes pour reprendre le contrôle de l'enclave et marquer son territoire.
Nous voulons retour à l'ordre. Il faut arrêter le chaos et la formation de gangs qui fait suite à l'occupation israélienne dans le bande de Gaza. Le mouvement islamiste palestinien ne semble pas décidé à abandonner son rôle ou ses armes comme prévu dans l'accord de paix. La militarisation fait partie intégrante de l'ADN du Hamas. C'est un terrain miné et un défi qui nous attend, souligne de son côté. En attendant la chasse aux traîtres selon le Hamas, on a fait plus de 300 morts en moins d'une semaine dans l'enclave palestinien. Pensez à plein d'idées aux premières lueurs du jour dans les rues de Los Angeles. Télévision californienne, la scène est retransmise en direct comme un spectacle ou une rencontre sportive. Après avoir quitté son véhicule et traversé l'autoroute pour semer les patrouilles, le fuyard sera appréhendé sans dommage. Et ces impressionnantes courses-poursuites finissent souvent mal. Pour les chauffeurs, les policiers ou les autres conducteurs. Accidents à répétition qui poussent les autorités à repenser leurs techniques d'intervention. Aux États-Unis, les courses-poursuites ont une capitale, Los Angeles. L'an dernier, la ville aux 12 millions de véhicules en a connu en moyenne 3 par jour, soit un record depuis 2018. Gil Evans en a suivi des centaines depuis son hélicoptère. En route, ce reporter couvre Los Angeles pour une grande chaîne de télévision toujours branchée sur la fréquence des policiers. Ça fait 30 ans qu'il suit les courses-poursuites depuis le ciel. Et s'il y a bien quelque chose qui n'a pas changé selon lui, c'est la difficulté pour les policiers d'intervenir au moment opportun. La plupart du temps, c'est la vitesse de la course-poursuite qui dicte l'attitude de la police. Ils n'ont que quelques secondes pour se décider et juger du meilleur moment pour tenter une arrestation ou déployer une herse. Une course-poursuite sur 3 se termine par un accident. Alors, comment éviter les prises de risques inutiles? Actuellement, la technique la plus souvent utilisée par les policiers consiste à déstabiliser le véhicule, en fuite, en le tamponnant par l'arrière. Mais à vive allure, elle devient dangereuse. Sur cette vidéo, la tentative d'arrestation provoque un impressionnant accident. Le fuyard est décédé et l'agent de police est gravement blessé. La technique ne doit donc pas être employée qu'à faible vitesse. C'est comme si le policier ouvrait le feu sur le fuyard, sauf qu'il a un véhicule d'une tonne à la place d'un pistolet. En cas d'accident qui est gagnant, personne. Alors, les services de police cherchent des alternatives, comme ce grappin qui se déploie et vient s'accrocher à la roue du fuyard, déjà utilisé par différentes unités. Ou encore un harpon destiné à faire éclater le pneu. Certains policiers utilisent également des lanceurs de traquet GPS qui leur permettent de prendre beaucoup moins de risques. Beaucoup d'études montrent que si on ne s'engage pas dans la course-poursuite, le fuyard ralentit lui-même au bout de quelques minutes. Pour les experts, la technologie permet très bientôt d'aller encore plus loin. Dans de nombreuses voitures neuves, on peut désactiver les moteurs à distance, au moins les brider et prendre le contrôle de la voiture. La technologie est la meilleure façon de limiter les courses-poursuites. De quoi peut-être endiguer le phénomène. Entre 2017 et 2022, plus de 3000 personnes sont mortes aux États-Unis dans des courses-poursuites impliquant la police. En plusieurs communes de la région, des inondations dantesques et des cours d'eau qui, partout, débordent. Ce jour-là, les pompiers sont appelés pour des centaines de sauvetages, parfois in extremis, par les airs. Il n'y a pas de victimes, mais les dégâts matériels sont considérables. C'est toute la zone commerciale qui a été submergée. Clients et employés ont été pillés pendant de longues heures, à l'image de Stéphane Kettal, qui a vu les portes de son magasin céder sous la force du courant. On a une vague de 60 cm qui a commencé à tout balayer dans le magasin. On se retrouve avec 80% d'eau dans le magasin.
Réfugié en hauteur dans une mezzanine avec des collègues, il est resté bloqué pendant 9 heures avant d'être évacué d'abord à pied puis en bateau. Oumarajan, lui, n'a pu ouvrir que cet été après 8 mois de travaux et de chômage technique. Nous ne vendons que de l'occasion, donc quand vous n'avez plus de stock, vous ne pouvez plus y vendre. Ce n'est pas un stock que vous achetez chez un fournisseur, dans un grossiste, ce sont nos clients qui fournissent notre magasin. À l'époque, la crue aussi a paralysé l'autoroute, noyé des véhicules. Pas possible de rejoindre. Au bout des fils, pendant et après la catastrophe avec la gestion des assurances des machines d'un boulanger. On n'arrive pas à sécuriser la zone correctement, les fonds de commerce ont perdu de la valeur. Kilomètres en amont, à rive de Gier, là encore la crue de la rivière a eu des conséquences désastreuses. Le centre-ville, traumatisme pour les habitants que nous avions rencontrés au lendemain des inondations. Son appartement en rez-de-chaussée restait inhabitable en raison d'un taux d'humidité de 100%. Héberdier et ses filles, Serge Funeste, espèrent beaucoup de fonds abandonnés qui achètent les biens exposés à un risque naturel majeur, risque qu'ils craignent désormais à chaque orage. Notre inondation destructrice en moins de 30 ans, c'est tout l'aménagement du centre-ville de Rivière-des-Giers qu'il faut revoir. Une canalisation qui ne suffit plus. L'idée serait donc de tout découvrir et d'explorer des bâtiments entiers. Des études sont en cours. Combien de maisons, combien d'habitations, combien de commerces doivent être déplacés, déconstruits, démolis si on le décide? Une vingtaine d'années de travaux dans notre centre-ville, dont c'est considérable. Budget estimé entre 150 et 200 000 euros pour éviter peut-être d'autres dégâts coûteux eux aussi qui s'accumulent d'année en année. Une cuisine a une inquiétude, se retrouver avec sa maison complètement inondée. À Nîmes, c'est déjà arrivé en 2015 dans un quartier. Alors, pour se protéger, la mairie lui a offert un équipement. Je mets ça là, je gonfle. Ce batardeau qui se fixe dans l'encadrement de la porte d'entrée, une protection étanche et une sécurité pour ce Nîmois. En tout cas, ça me rassure. Quand il pleut trop fort ou quoi que ce soit et qu'on nous annonce vraiment des alertes dans les gares, on met ça en place systématiquement. Et il n'est pas le seul habitant à s'en préoccuper. À Nîmes, la moitié de la population vit en zone inondable. 40 ans de pluie, les cours d'eau qui traversent la ville gonflent. Les rivières sortent de leur lit et débordent. Comme le 3 octobre de 1988, les pluies torrentielles engloutissent la ville en seulement quelques heures. 11 morts, 45 000 sinistrés, un traumatisme qui reste. Depuis, les inondations sont récurrentes, comme en 2005 ou en 2014. Aujourd'hui, la municipalité met les grands moyens. Elle a décidé de creuser un gigantesque tunnel sous la ville pour se protéger. Une première en France, avec un objectif évacuer l'eau de pluie par le sous-sol le plus rapidement possible. On est entre 2 et 6 mètres sous terre. On est en train de passer sous une partie de Nîmes. D'ici 12 ans, ce tuyau sera opérationnel. Nous sommes à l'intérieur d'un tunnel de 3,30 m de diamètre intérieur. L'objectif de ce tunnel, c'est simplement de faire passer l'eau qui, aujourd'hui, lors des épisodes de Sévenol, passe dans les rues, simplement le faire passer sous la ville. Ce tunnel vise à améliorer un système déjà existant. Aujourd'hui, en cas de forte inondation, l'eau se déverse dans des galeries souterraines appelées gadots. Le rôle, capter l'eau de pluie pour l'évacuer plus loin, hors de la ville. Mais leur capacité est devenue insuffisante. L'eau sature les galeries, remonte et inonde les rues. Les travaux visent à agrandir ces galeries pour en faire un immense tunnel de plus d'un kilomètre. Il doit multiplier par 10 la capacité d'écoulement des eaux. Coût de l'opération 52 millions d'euros. Un investissement colossal accompagné sur les hauteurs de la ville par le creusement d'une énorme carrière. Ici, le plus grand bassin de rétention de Nîmes prend forme.
On est en train de descendre au fond d'un trou qui fait plus de 30 mètres de profondeur et plus de 500 mètres cubes de stockage hydraulique, c'est-à-dire l'équivalent de quasiment 200 piscines olympiques. Dans ces cuvettes, les eaux de pluie sont stockées, de quoi protéger plus de 34 000 habitants. On a cette grande cuve qui ramène toutes les eaux de ruissellement de l'ensemble du bassin et qui vient remplir la carrière. Et donc, une fois que l'événement est fini, on a ce volume d'eau qu'on vient pomper de manière très progressive pour pouvoir le rajouter au milieu naturel. Encore 5 ans de travaux avant que ce bassin ne soit opérationnel. Hélène Leclerc se souviendra encore longtemps de la nuit du 13 juin. Alors, ce jour-là, des grêlons gros comme des balles de golf s'abattent sur son toit et ses fenêtres. La tempête se déchaîne. Toute seule à la maison et je me suis vraiment senti vulnérable. Vraiment, hein, c'était impressionnant. Aujourd'hui, ces volets complètement cabossés doivent être remplacés. Sa façade est criblée de trous. Le craint, c'est qu'il y ait des infiltrations et que ça s'accumule. Parce qu'on est quand même dans un pays où il y a beaucoup d'eau. Et puis le gel qui va arriver, et tous ces phénomènes-là me font craindre que le ravalement risque de s'effriter. Le coût des dommages de 11 000 euros est presque intégralement pris en charge par son assurance. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Frappé par la même tempête à quelques kilomètres de là, un agriculteur, lui, est loin de voir tous ces dégâts couverts. Ces toits ont été transpercés par des grêlons, ces machines se retrouvent sous l'eau. Pour tout remettre à l'état, la facture grimpe à 30 000 euros, mais comme les bâtiments sont anciens, l'assurance ne lui en remboursera que la moitié. C'est un local qui abritait la partie atelier et stockage au lait. Une fois qu'on est arrivé à se poser et qu'on relate un peu tous les faits, c'est quand même assez dur à encaisser. Cet éleveur a été, sa récolte de blé a été entièrement ravagée jusqu'à 50 000 euros de dégâts non remboursés parce qu'il n'était pas assuré pour la grêle. On pensait ne jamais être touché par la grêle. Vous pouvez même atteindre les sommets pour les communes. Par exemple, la ville de Plaisir, en Île-de-France, est touchée par la grêle le 3 mai dernier. Les terrains de tennis au toit percé se sont retrouvés inondés. Je suis très surpris pour la ville. Les parties de toit en métal, en juin, ne sont pas couverts, malgré un contrat d'assurance de 130 000 euros par an. Impossible aussi de faire reconnaître le régime de catastrophes naturelles financé par la solidarité nationale. La grêle en est exclue. Ce complément à toute charge, dont 200 000 euros, c'est quelque chose d'important, surtout quand ce n'est pas prévu du budget. C'est un vrai sujet. Les dommages ne cessent d'augmenter depuis quelques années, une situation qui risque encore d'empirer. De 67 jours de grêle par an aujourd'hui, la France passerait à 92 d'ici 2050. Alors ce risque pourrait-il encore être assuré à l'avenir? Les assureurs se veulent optimistes. Après le déluge de l'Iran en Île-de-France au printemps dernier, Allianz a installé 3 usines de débossolage des voitures avec un portique pour l'identifier vite et des artisans spécialisés capables d'effectuer des réparations très rapides. Les usines éphémères doivent permettre d'optimiser les coûts. Seul moyen de limiter la hausse des tarifs. Je ne dis pas que les tarifs ne vont pas encore augmenter. Notre enjeu, c'est bien de nous assurer de réparer vite au meilleur coût des véhicules. Ce serait bien le cas selon un cabinet spécialisé. Avec la multiplication des intempéries et les primes d'assurance automobile à habitation devraient augmenter jusqu'à 8% l'an prochain. Vendredi 6 septembre 2024, la situation météo particulièrement instable dans le sud-est de la France. Le satellite montre une grande dépression tourbillonnante dans le golfe de Gascogne. Cette dépression transporte l'air chaud et humide de l'océan Atlantique vers les Pyrénées, du sud vers le nord. Mais à 5000 mètres d'altitude, l'air est beaucoup plus froid que d'habitude. La rencontre de ces deux masses d'air va être explosive. Au-dessus des Pyrénées, de multiples orages se développent sur les crêtes montagneuses et commencent à déverser des quantités phénoménales de tous côtés. À Gavarnie, sur la station de Météo France, il est tombé en 24 heures 185 mm, soit 185 000 litres d'eau par mètre carré, l'équivalent de 12 mois de pluie.
Dans la nuit du 6 au 7 septembre, les orages restent bloqués au-dessus des vallées. À cause du relief, l'eau dévale des bancs de tous les côtés, se déverse dans les cours d'eau principaux dont le dévoreur à toute vitesse. Dans la vallée, la cave d'Aspe monte de 2,50 m en quelques heures. L'eau emporte tout sur son passage, la terre, les pierres, la végétation. Ces phénomènes violents sont connus, mais le réchauffement climatique augmente leur intensité et leur fréquence. Car plus l'air est chaud, plus il peut contenir d'humidité, 7% de pluie par degré supplémentaire, suffisant pour amplifier les pluies torrentielles et les inondations. Combat exceptionnel dans les coulisses de l'œuvre. Sur le chevalet, ce n'est pas un simple tableau, c'est un morceau d'histoire. Pas moins d'une dizaine de personnes sont mobilisées. Manipuler la mort de Marat, toile emblématique de Jacques-Louis David. Peinture iconique, mais surtout une leçon de communication politique. Courir les œuvres de David, c'est comme feuilleter un livre d'histoire. Mais pas question d'être un simple témoin, car derrière le peintre se cache un redoutable homme politique, un député. Lorsque son ami Marat est assassiné, il s'inspire d'œuvres religieuses et transforme le personnage controversé en martyr de la Révolution. David ne cherche pas à transcrire la réalité du meurtre, il n'y a pas la meurtrière, il n'y a pas Charlotte Corday, mais ce qu'il cherche à faire, c'est transformer Marat en une sorte de saint-like. Il y a un message derrière ce tableau. Toute cette toile, son atelier fera d'ailleurs plusieurs copies, mais aussi des gravures, des tapisseries, des images de propagande diffusées dans toute la France. Après la Révolution, David tombe sous le charme d'un jeune général, un certain Napoléon Bonaparte. Pour en faire la promotion, il ne se contente pas de peindre l'histoire, parfois il la réécrit. La traversée des Alpes devient une épopée flamboyante. En réalité, c'est une rue d'ascension à dos de mulet. Dans le sacre, l'empereur semble être béni par le pape. Dans les faits, il n'a pas levé le petit doigt. La mère de Napoléon apparaît aussi dans l'assemblée. En fait, elle n'était même pas là. Des images qui vont pourtant durablement marquer l'histoire. Les images de David sont tellement fortes qu'elles ont eu une vie après leur propre vie, comme on le voit avec Napoléon dans son cabinet de travail. C'est une image qui ensuite servira de modèle ou d'inspiration à beaucoup de photos des présidents de la République. David a su créer des images qui encore aujourd'hui peuplent notre imaginaire et nos manuels scolaires. C'est toujours à travers ses yeux que nous regardons cette période de l'histoire.